Destination la Bourgogne. Nous partons en Côte d'Or, dans un ancien établissement hospitalier du XVe siècle, aujourd'hui devenu un musée. Nous allons à Beaune. Bienvenue sur TV5 Monde dans notre rendez-vous gastronomie et art de vivre. Nous sommes aujourd'hui en Bourgogne et dans un lieu emblématique de la Bourgogne, les Hospices de Beaune. Les Hospices de Beaune, ils ont été construits en 1443 par Nicolas Rolin, qui était le chancelier du duc de Bourgogne Philippe le Bon, pour faire face à la maladie et à la pauvreté due à la guerre de 100 ans. Et comme on est à Beaune et à côté de Beaune il y a des vignes, eh bien on va donner des vignes aux Hospices de Beaune, ce qui va leur permettre d'assurer la survie des malades et des pauvres. Et ces vignes appartiennent encore aujourd'hui aux Hospices de Beaune. Nous sommes dans les cuisines des Hospices de Beaune et je suis à côté d'Annie Baudot. Bonjour, vous êtes conférencière aux Hospices de Beaune. Oui. Alors nous sommes dans ces cuisines qui ont toujours été les cuisines des Hospices. Évidemment. Dès le départ, le fondateur avait calculé qu'il nourrirait ses malades et que la nourriture était un élément très important pour le rétablissement des malades. C'est ça, c'est pas seulement, il faut manger évidemment, mais manger, ça peut redonner la santé. Exactement. Alors, elles sont situées où ces cuisines? C'est important l'endroit où elles se trouvent. Elles sont situées au centre d'un bâtiment principal et le plus près du puits possible. Le puits se pour avoir l'eau. trouve tout de suite dans la cour, il fallait bien sûr de l'eau. Alors, il y a les malades. Il y a aussi les pauvres. Je crois que grâce aux hospices, les pauvres pouvaient être nourris. Oui, puisque Nicolas Rolin avait conscience que donner de la nourriture aux pauvres à l'extérieur leur éviterait de tomber malade à leur tour. Qu'est-ce qu'on mangeait au Moyen-Âge, on sait à peu près? Alors, le fondateur ayant acheté une ferme à proximité, un champ de blé, il pouvait donner du pain blanc à ses malades, qui était une nourriture très coûteuse. C'était rare le pain blanc, Voilà, par rapport au pain de seigle. D'accord. Et le fondateur avait calculé qu'il aurait à proximité la ferme, jardin fruitier, potager, au centre des remparts pour qu'en cas de conflit, la nourriture soit protégée. Et les vignes, ça existait les vignes, le Alors, vin? il y avait bien sûr des vignes dans la région, mais le premier don de vignes n'apparaît qu'une quinzaine d'années après la fondation. Ah, c'est rapide quand même. C'est rapide quand même. Donc il y a tout de suite, pratiquement, 15 ans après la fondation, eu du vin sur les tables. Voilà, mais dès le départ, on achetait du vin à l'extérieur, parce que le vin était aussi considéré comme une nourriture. Et la boisson dans les hôpitaux, autrefois, c'était le vin ou la bière. Ce n'est que beaucoup plus tard que l'eau minérale, milieu XXe siècle, a été la boisson dans les hôpitaux. Il n'y a pas d'eau minérale avant le milieu du XXe siècle? On donnait peut-être de l'eau, mais il y avait le règlement, donner au moins un verre de vin par repas et de rajouter quelques verres pour ceux qui avaient été opérés ou les femmes qui avaient été accouchées. Voilà, c'était déjà à boire avec modération, mais un petit coup quand même. Alors, ces cuisines, évidemment, elles ont subsisté, elles sont restées. Et là, donc, c'est des cuisines telles qu'elles étaient au XIXe siècle. Voilà, avec cet ancien fourneau. Ah ben, on va aller voir les fourneaux. Ah oui, immense fourneau, avec le faitout. Il y a de quoi faire. Voilà. Alors, il y a ces becs de cygne là, assez formidables. Voilà, ce qu'on appelle cols de cygne. Cols de cygne. Ce sont des fourneaux... On dit col, on ne dit pas bec, vous avez raison. On remplissait des réservoirs d'eau et une fois que l'eau bouillait, on avait de l'eau chaude au robinet et la vapeur s'évacuait par le col de cygne. Aujourd'hui encore, on emploie cette expression pour les robinets dans les cuisines. Oui, c'est vrai, les cols de cygne, on dit toujours ça, mais ceux-là, ils ont vraiment la tête du cygne. Donc voilà, ça c'est le 19e siècle. Il y a de la vaisselle en étain là. Ça a été de tout temps? Oui, dès la fondation, Nicolas Rolin avait choisi de la vaisselle en étain pour ses malades. Dans d'autres hôpitaux, on mangeait plutôt dans du bois ou dans de la terre cuite. Ah oui. Et l'hôpital avait son propre potier d'étain. Ça pèse, hein? Ah oui. C'est pas Alors, il y a aussi l'importance, et depuis l'origine, ça aussi, de la cheminée. De la cheminée à double foyer. Alors, on va aller voir cette cheminée. Un double foyer, c'est-à-dire? C'est-à-dire deux parties. La partie pour les potages, pour les chaudrons, et la partie pour rôtir la viande. Et on pouvait, lorsqu'on faisait fonctionner la broche, écarter ce mécanisme qui permettait aussi de ne pas avoir à s'approcher du feu pour sortir les chaudrons. On va pouvoir soulever ça sans trop... les faire pivoter et régler la hauteur des chaudrons. Vous connaissez le nom de cet élément qui s'appelle la crémaillère. La crémaillère, voilà. On pend la crémaillère lorsque la maison est complètement terminée et qu'on commence à faire du feu dans la cheminée. C'est ça, c'est qu'on a gardé l'expression. On n'a plus de crémaillère, mais on a gardé l'expression. Voilà. Et puis il y a ce tour de broche, évidemment, assez exceptionnel. Alors c'est un mécanisme imaginé par un horloger.
Voilà, poulet, mais aussi d'autres sortes de viande. Et vous avez 3 poulies différentes. Donc c'est un appareil, on va dire, à 3 vitesses, puisque la broche s'adaptait par une courroie à l'une des 3 poulies, selon la taille de l'animal. Non, il est mignon, le petit personnage qui tourne la broche. Voilà, il a 310 ans. C'est Messire Bertrand, il est habillé avec un costume de chef cuisinier. Et il semble surveiller son personnel en tournant aussi la tête. Il tourne la tête, hein, c'est quand même... Et donc l'automate a le même âge que le mécanisme. C'est génial, ça. Annie Bonneau, merci infiniment pour tous ces renseignements. Alors, il n'y a pas que les cuisines dans les hospices de Beaune, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a le tableau sur le jugement dernier, il y a la salle des pauvres. Je vous propose d'aller visiter ces hospices de Beaune, après quoi, nous on parlera du vin, qui est aussi important dans les hospices de Beaune. Mais d'abord, la visite des hospices. Avec ses façades gothiques et ses toits polychromes aux couleurs chatoyantes, l'Hôtel-Dieu des Hospices de Beaune est un chef-d'œuvre de l'architecture médiévale bourguignonne. Il faut dire que dès son origine, cet hôpital a été conçu comme un véritable palais pour les pauvres. Ce bâtiment a été fondé par le chancelier du duc de Bourgogne, Nicolas Rolin, au milieu du XVe siècle, pour recevoir les pauvres de la ville. Et aussi, cette fondation était une manière de racheter ses péchés. Le cœur de l'Hôtel-Dieu, c'est cette salle, appelée salle des pauvres. Ici aussi, on retrouve une architecture digne d'un palais, à commencer par la charpente en lambris de chêne. Mais la comparaison s'arrête là, au quotidien, ce n'est pas vraiment la vie de château. On accueillait jusqu'à 30 malades, il y avait 30 lits destinés à 1 ou 2 malades par lit. Les maladies les plus fréquentes, c'était souvent, comme les gens étaient très pauvres, ils souffraient de malnutrition. Et donc rien que le fait de les accueillir dans un endroit propre, de les nourrir correctement, eh bien la plupart retrouvaient la santé. Évidemment, il y avait comme aujourd'hui des maladies infectieuses et là où on avait des moyens très limités pour les soigner. Dans la continuité de la salle des pauvres se trouve la chapelle. Les malades pouvaient ainsi assister aux offices sans quitter leur lit. Et à cette époque, donc, on ne pouvait pas imaginer le soin sans le soin de l'âme. Donc tout était très lié, à la fois le soin du corps, par les préparations, les médicaments et les soins, et puis aussi les prières donc, que l'on remettait à Dieu pour faire que l'on retrouve la santé. À l'origine, au XVe siècle, ces salles étaient destinées à des malades payants, en fait, avec un nombre de lits très restreint, de l'ordre de 2 ou 3, et puis un mobilier plus soigné, qui permettait ainsi d'accueillir des malades plus richissimes, qui ont aussi été des donateurs importants. Nicolas Rolin donc, a fait venir des sœurs de l'hôpital de Valenciennes, mais très vite, il a souhaité créer sa propre communauté de dames hospitalières avec des règles qu'il a édictées et qui étaient vraiment destinées à prodiguer des soins au plus près du malade et en limitant les prières aux quelques messes quotidiennes. Au Moyen-Âge, les sœurs disposaient de leur propre pharmacie car il n'existait aucune production organisée. Mais vous allez voir que les connaissances en ce domaine étaient encore très limitées. Voici quelques-uns des ingrédients qui entraient dans la composition des remèdes. Notamment alors, les yeux d'écrevisse. Ce sont en fait des petites concrétions produites par justement ces écrevisses, ces crevettes. Il y a aussi toutes sortes de la poudre de cloporte. Alors bon, tout ça entrait dans des préparations donc un peu sophistiquées, enfin avec des effets secondaires qui étaient parfois non négligeables. Dernier trésor des hospices de Beaune, ce tableau, un polyptyque du XVe siècle commandé par Nicolas Rolin et attribué à l'artiste flamand Rogier van den Weden. Il représente le jugement dernier. Donc le Christ en juge au centre du panneau et juste en dessous de lui Saint Michel qui pèse les âmes des ressuscités. Vous voyez en partie inférieure tous les personnages qui au moment du jugement dernier ressuscitent et sortent de terre. Aujourd'hui, on vient du monde entier pour admirer ce tableau et visiter les hospices de Beaune, devenus un musée. En effet, les derniers malades ont quitté l'Hôtel-Dieu en 1971. Mais ces fonctions médicales ont été transférées dans un hôpital moderne qui fonctionne toujours aujourd'hui pour que perdure l'héritage de Nicolas Rolin. Voilà, nous avons quitté les hospices et nous nous trouvons dans les vignes du domaine des hospices de Beaune, naturellement. Alors c'est un domaine très vaste qui compte 60 hectares, ça va du nord de Dijon au nord à Pouilly-Fuissé dans le sud. Et là, on peut dire qu'on est au cœur même du vignoble des hospices de Beaune.
puisque là, nous sommes dans le Beaune premier cru. Alors, 60 hectares, je le disais, et cette particularité, c'est que ces vignes ont été données par des propriétaires aux hospices de Beaune pour leur permettre de vivre, de survivre et constituer quand même une richesse assez exceptionnelle puisque dans ces 60 hectares, on trouve beaucoup de grands crus, 41 cuvées, donc domaine très vaste avec énormément de vins différents, des vins blancs, des vins rouges. Alors regardez le sol, il est assez rouge, c'est un sol argilo-calcaire qui va donc être favorable à du vin rouge et notamment au cépage qui est celui qui est cultivé ici, qui est le pinot noir. Et le pinot noir va donner ce Beaune qui est sur les tables, les meilleures tables de France. Après les vignes, les caves des hospices de Beaune, et je suis en compagnie de Roland Mas, vous êtes le régisseur du domaine viticole des hospices de Beaune. En quoi ça consiste la fonction de régisseur ? La fonction consiste un peu comme un gérant à s'occuper du domaine viticole, donc la partie des vignes, les 60 hectares de vignes. Et la fonction aussi de régisseur consiste à faire la vinification du vin qui va être vendu au mois de novembre, qui suit la récolte. Qui suit la récolte, c'est-à-dire que vous partez du raisin jusqu'à la vente aux enchères. Absolument. Voilà, absolument. Vous le suivez jusqu'à ce moment-là. Il y a une chose très particulière, évidemment, dans les hospices de Beaune et dans les vins des hospices de Beaune, c'est cette vente aux enchères qui a lieu au mois de novembre, c'est ça ? La date est immuable. 3e dimanche de novembre. 3e dimanche de novembre, quoi qu'il 3e arrive. dimanche de novembre. Pourquoi ? On sait pourquoi ? Parce que ça suit les vendanges, en fait. Ça suit les vendanges. C'est une histoire un petit peu avec les festivités vineuses qui suivent la récolte et puis la ville de Dijon. Alors, les premières ventes aux enchères, c'est quand, au 19e siècle ? Oui, 19e siècle, 1860 à peu près. Ouais. Et donc là, on va bientôt arriver à la 150e. 150e bientôt, en 2010. Et alors, ça se passe où ? Ça se passe dans les caves ? Alors, cette vente... On vient goûter ici, hein, on vient goûter dans les caves. Ces caves servent de lieu de dégustation, puisque les acheteurs qui viennent du monde entier peuvent venir déguster les vins, donc avant de les acheter, mais la vente en elle-même n'est plus dans les caves, elle est sous les halles de la ville. Sous les halles de la ville. Alors, c'était à l'origine une vente à la bougie, c'est ça ? C'était une vente à la bougie, c'est-à-dire que chaque... Alors, comment on fait ? C'est pas exactement ce même système-là, parce qu'il y a une petite boîte avec plusieurs bougies que le commissaire-priseur allume, et en fonction des enchères, il éteint une bougie, une deuxième et une troisième, et à la dernière bougie éteinte... C'est attribué. Le dernier acquéreur, le dernier qui a levé le doigt, a acquis le lot. Il y a eu des sommes... Alors, ce qu'on achète, c'est pas des bouteilles, c'est des tonneaux. On achète des pièces, ce qu'on appelle des pièces, qui font 228 litres, c'est-à-dire un tonneau de vin. Ouais. Et vous achetez le vin, bien sûr, mais vous achetez le tonneau avec. Vous achetez le tonneau, il faut repartir avec son tonneau. Voilà, vous repartez pas tout de suite avec le tonneau, mais quelques temps après, oui. C'est le vin de l'année ? C'est le vin de l'année. C'est le vin qui vient d'être vendangé, hein, c'est ça ? Absolument. Alors, un tonneau, ça fait donc 228 litres, 300 bouteilles de vin, c'est ça ? 300 bouteilles de vin. Donc, vous achetez l'équivalent de 300 bouteilles de vin. 300 bouteilles de vin, on peut déjà remplir bien sa cave avec ça. Les coûts, c'est quoi ? Enfin, ça dépend, vous me direz, ça dépend des vins, ça dépend des années, ça dépend des crus, mais... Alors, il y a une palette de prix assez large. Je vais vous donner le prix moyen de l'année dernière, par exemple, c'était 7 500 € la pièce, pour 300 bouteilles. Mais vous avez des appellations moins prestigieuses, et pour 3 000 €, vous pouvez avoir une pièce de vin des hospices. Puis si vous êtes très riche, vous pouvez acheter une pièce de Bâtard Montrachet, et là, ça va aller jusqu'à 50 000 €. Oui, ça dépend. Évidemment, ces ventes rapportent aux hospices de Beaune. On sait à peu près quelle est la somme chaque année qui va aux hospices ? Alors, le montant brut de la vente, le dimanche soir, c'est pas loin de 4 millions €, quelque chose comme ça, un prix moyen, avec les fluctuations, selon d'une les vente années. aux enchères des années. Et puis, une fois qu'on a enlevé les frais pour ça, donc tout le bénéfice, entre guillemets, revient pour l'hôpital de la ville, donc l'hôpital de la ville. de Beaune. C'est quand même assez fabuleux, ça. C'est un exemple unique au monde, hein, je crois. Ah ben, dans le rapport, dans ce qu'on appelle le revenu extra-hospitalier d'un hôpital, c'est vrai que c'est assez conséquent. Alors, vous nous avez préparé 2 bouteilles. Hein. Bah, je propose que c'est fait pour qu'on les goûte un peu, je suppose. Normalement, c'est fait pour ça, le vin. Alors, donc, ça, c'est quoi ? Un vin blanc ? Donc, ça, c'est un blanc, et c'est un Corton Charlemagne, un grand cru. Donc, un grand cru. C'est la cuvée François de Salins. Chacune des cuvées des hospices porte le nom d'un bienfaiteur, d'un donateur, etc. Et là, c'est le millésime 2005. Bon, on va goûter. Voilà, allons-y. Oui, c'est exceptionnel, oui. Ce sont des grands crus qui sont évidemment des vins à vieillir. Bien sûr. En 2005, on peut le garder
Un blanc comme ça, vous pourrez garder ça 10, 15 ans, peut-être même 20 ans, je ne sais pas. Et alors là, on a... Et alors là, c'est rouge, là. Ah ben c'est des hospices de Beaune, hein, celui-là. C'est toujours des hospices de Beaune. Et c'est une cuvée un petit peu emblématique de l'hôpital, parce qu'elle porte le nom de la fondatrice. Hein, c'est une cuvée Guigonne de Salins. Donc ça, ce sont des vignes qui existent et qui appartiennent à l'hôpital depuis très très longtemps. On goûte, hein. Allons-y. Il n'y a qu'un verre. Eh ben tant pis, je vais... Vous le connaissez, vous? Il me semble que je le connais. Là, on est sur un millésime en rouge, hein, pour nous, qui est un millésime un peu classique. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu ni trop chaud, ni trop frais, ni trop humide dans l'été. C'est un millésime dont je pense qu'il est assez révélateur de ce que sont les crus de Bourgogne sur une année moyenne. Merci beaucoup en tout cas, et bravo parce que vous avez un métier extraordinaire. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à votre place dans les vignes des hospices de Beaune. Hein. Ça doit être un métier assez fantastique de faire vivre ce vin. Voilà, l'émission est terminée. Nous allons quitter Beaune et les hospices de Beaune, mais on se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous gastronomie et art de vivre. Salut!